édition de Sénat 360 après l'adoption de la réforme ferroviaire par le Sénat. C'était il y a quelques minutes par 240 voix pour, contre 85. Les modifications apportées par la Haute Assemblée vont-elles permettre de mettre un terme à la grève qui a déjà coûté plus de 400 millions d'euros à la SNCF? Une commission mixte paritaire est attendue le 11 juin. Certains points restent encore en discussion. Députés et sénateurs devront donc trouver un compromis. On va en parler dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Et pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tantra Nuit en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais à l'instant, feu vert du Sénat au nouveau pacte ferroviaire. Le scrutin vient d'être proclamé après un vote solennel. 240 voix pour, 85 contre. On écoute tout de suite Gérard Larcher et la réaction de la ministre Elisabeth Borne qui a remercié les sénateurs pour leur vote. On écoute. Nous venons d'engager la transformation de notre système ferroviaire pour qu'il s'adapte aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. Le gouvernement avait pris des engagements auprès des Français et il les a tenus. Nous avons non seulement confirmé les grands principes de la réforme, l'ouverture à la concurrence, la nouvelle organisation de la SNCF, l'arrêt du recrutement au statut, mais aussi la reprise de 35 milliards d'euros de dettes dans le quinquennat, mais nous les avons enrichis grâce aux discussions que le gouvernement a voulu mener avec les syndicats et toutes les parties prenantes. Ces enrichissements sont aussi le fruit d'un travail étroit avec votre Haute Assemblée et je tiens particulièrement à remercier le rapporteur Gérard Cornu, les membres de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et son président Hervé Moret, qui ont pris en compte les propositions du gouvernement et les ont complétées. Je souhaite ici saluer notre travail commun qui a été très constructif, chacun dans son rôle, partageant le même objectif de faire avancer la réforme, notamment en vue d'apporter des réponses aux questions que les cheminots pouvaient encore se poser ou en marquant votre attachement aux enjeux d'aménagement du territoire que je partage. Voilà pour la réaction de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Saveria. Alors les sénateurs, je le disais, viennent d'adopter cette réforme après un vote solennel, salle des conférences. Quelles ont été les positions des uns et des autres ? Eh bien Delphine, vous venez de le dire, sans surprise, il y a une confortable majorité. Les sénateurs se sont prononcés donc pour ce texte. La majorité sénatoriale a voté pour, les Républicains et les centristes. Les socialistes et les communistes, eux, ont voté contre. Les communistes qui ont d'ailleurs mené la bataille contre cette réforme ferroviaire, une bataille amendement après amendement, puisque le groupe communiste avait déposé près d'une centaine d'amendements. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la présidente du groupe, Éliane Assassi, qui évoque une réforme qui met fin, selon elle, à 80 ans de service public ferroviaire. Ainsi, il n'aura fallu que 3 jours à notre Haute Assemblée pour mettre fin à 80 ans de service public ferroviaire, livrant aux appétits privés un secteur d'intérêt général. Pourtant, ni le président de la République, ni le gouvernement n'a reçu de mandat populaire pour ça. Le président Macron nous apporte la preuve que, loin d'emmener le pays vers la modernité, il en revient en réalité aux très vieilles sirènes libérales. Voilà donc les sirènes libérales, faux, rétorque la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui n'a pas hésité à évoquer les contre-vérités véhiculées, infusée par les uns et les autres, en particulier sur la privatisation, alors que parmi justement les apports du Sénat figure l'incessibilité du capital. Justement, sur ces apports du Sénat, je vous propose d'écouter le sénateur Hervé Moret, le président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La ministre des Transports a eu l'intelligence de comprendre que le Sénat n'était pas dans une posture politicienne qui le conduirait à s'opposer par principe à ce texte. Elle a de ce fait choisi de travailler dans un esprit constructif et ouvert avec nous pour mener à bien cette réforme. L'Assemblée nationale, pour une fois, n'a pas prétendu tout régler et le Sénat, comme toujours, a eu à cœur de privilégier l'intérêt général sur toute autre considération.
Voilà, en commission, alors les sénateurs ont notamment préservé les dessertes TGV utiles à l'aménagement du territoire. Ils ont renforcé les garanties offertes aux salariés, posé les conditions d'une ouverture réussie à la concurrence. Voilà Delphine pour ce vote, je le rappelle, 240 pour, 85 contre. Prochaine étape lundi avec la commission mixte paritaire. Merci à vous, Saveria. On vous retrouvera tout au long de cette édition. Alors, Elisabeth Borne, je vous le disais, a salué ce vote des sénateurs. Elle était au micro de Tam Tranuy il y a quelques instants. Écoutez. Elisabeth Borne, bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Votre réaction tout d'abord à cette adoption par le Sénat de la réforme ferroviaire. Est-ce que pour vous, le match est plié? C'est déjà ce que titrent certains journaux. Écoutez, ce n'est pas un match. Moi, je porte une réforme dans l'intérêt des Français qui veulent un meilleur service public ferroviaire. Et donc, moi, je me réjouis que le Sénat ait pu adopter à une très large majorité le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, comme l'Assemblée nationale l'avait fait au mois d'avril. Je pense que ça montre que tout le pays, finalement, attend cette réforme qui sera bénéfique pour les Français avec un meilleur service public. Est-ce que pour vous, la grève doit s'arrêter? On voit déjà qu'il y a tout de même une scission de pensée entre les syndicats réformistes que sont la CFDT et l'UNSA et d'autre part la CGT, Sudrail, qui sont d'ailleurs encore devant le Sénat actuellement. Aujourd'hui, on a un texte de loi qui est enrichi par rapport à ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, qui sera présenté en commission mixte paritaire la semaine prochaine et donc qui sera prochainement... Lundi prochain, très exactement, au Sénat. Sera prochainement adopté définitivement. Par ailleurs, le gouvernement a pris des engagements sans précédent en faveur du transport ferroviaire, avec une reprise de dette de 35 milliards d'euros dans le quinquennat. Je pense que c'est sur les 54 milliards. Voilà, c'est un signal très fort de la confiance et de l'engagement du gouvernement en faveur du transport ferroviaire. Et puis le cadre est posé aussi pour la négociation de branche. Moi, je réunirai prochainement les partenaires sociaux. Donc tous ces éléments sont sur la table, témoignent de la confiance dans le transport ferroviaire et aussi de l'attente des Français sur un meilleur service ferroviaire. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. Alors la discussion au Sénat, elle a été fructueuse. Paradoxalement, la droite sénatoriale est aussi venue adoucir le texte sur le volet social. Et que répondez-vous à ce qu'a pu dire tout à l'heure la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi? Les masques tombent, la droite et le gouvernement sont au diapason, a-t-elle dit. Écoutez, je pense que le Sénat, comme le gouvernement, nous avons souhaité apporter des garanties aux cheminots sur les modalités de transfert. Moi, je mesure bien que c'est beaucoup de changements pour les cheminots et le gouvernement depuis le départ, mais aussi le Sénat a voulu apporter des garanties aux cheminots. C'est ce que nous avons fait dans une co-construction entre le gouvernement et le Sénat. Et j'espère que ces éléments sont de nature à rassurer les cheminots. Plusieurs amendements du Sénat concernent aussi l'aménagement du territoire. Certains ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. Est-ce que c'est là-dessus qu'il va réellement y avoir du débat et peut-être des oppositions en commission mixte paritaire? Écoutez, moi je peux vous dire qu'on partage la même vision sur la nécessité d'avoir un transport ferroviaire au service de tous nos territoires, d'avoir un modèle de TGV accessible à tous qui dessert les villes au-delà des seules lignes à grande vitesse. Donc sur le principe, on est tout à fait en phase avec ce qui a pu être discuté, débattu et adopté maintenant par le Sénat. Donc ensuite, on pourra voir de façon plus précise en CMP. Mais l'aménagement du territoire, moi je peux vous assurer que le gouvernement le porte aussi. Une toute dernière question peut-être un peu plus personnelle. C'est une réforme très importante pour le gouvernement. Elle avait plutôt mal commencé, les discussions ont été difficiles. Est-ce que vous éprouvez du soulagement quand vous voyez comment finalement cela a l'air de se terminer? Écoutez, moi, c'est une grande fierté de porter une réforme dont je suis convaincu qu'elle se fait dans l'intérêt des Français, des 4 millions de Français qui prennent le train chaque jour, mais aussi dans l'intérêt de la SNCF et des cheminots. Donc c'est une grande fierté à titre personnel. Merci beaucoup Elisabeth Borne d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et à présent, je vous propose de voir les apports du Sénat. Il en a été question, ils sont nombreux. Alors, tour d'horizon de la réforme avec Fabien Recker. Tout en conservant l'essentiel, le Sénat a imprimé sa marque sur la réforme de la SNCF. Outre l'ouverture à la concurrence, les sénateurs ont acté 2 points forts du texte. La fin du recrutement des cheminots au statut dès 2020, là où les députés n'avaient pas fixé d'échéance, ainsi que la transformation de la SNCF d'établissement public en société anonyme à capitaux publics. En revanche, les sénateurs ont imposé l'incessibilité de ces capitaux par l'État, une mesure censée préserver l'entreprise d'une future privatisation. Mais le Sénat a aussi planché sur le volet social de la réforme.
en renforçant les garanties des salariés qui basculeront vers le privé et en leur offrant la possibilité, s'ils font le chemin inverse, d'être réembauchés au statut dans une fenêtre de 3 à 8 ans. Dans le souci de l'aménagement du territoire, les sénateurs ont posé quelques garde-fous à la concurrence. Ainsi, l'État devra-t-il conclure des contrats de service public pour préserver certaines dessertes de villes moyennes? Par ailleurs, des amendements visent à protéger les budgets des régions contre d'éventuelles hausses des péages ferroviaires. L'épilogue de la réforme est attendu le 11 juin. Une commission mixte paritaire tentera de trouver un compromis final. Et on continue les réactions à l'adoption de la réforme ferroviaire par le Sénat. Avec vous, Tan Trinh Nui. À vos côtés, le sénateur LR, Gérard Cornu, c'est lui qui a été le rapporteur de cette réforme ferroviaire au Sénat. Oui, je suis donc avec Gérard Cornu, le rapporteur au Sénat de cette fameuse réforme de la SNCF. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon de se dérouler les débats au Sénat, une discussion où il est souvent arrivé que la droite sénatoriale soit d'accord avec le gouvernement? Oui, mais on était dans la co-construction. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon explication de vote. Nous sommes dans l'opposition, mais à un moment donné, il faut savoir dépasser les clivages politiques. Le Sénat a pris ses responsabilités. Voilà, c'est la responsabilité du Sénat et c'est même peut-être l'ADN du Sénat de transgresser les clivages politiques pour essayer de sortir par le haut d'un texte qui était quand même difficile et c'est une épreuve pour les Français et les Françaises. Et donc vraiment le Sénat, je pense, a fait du bon travail. C'est un texte qui a montré l'intérêt de la navette parlementaire. Vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, le texte est enrichi au fur et à mesure. Surtout au Sénat, c'est l'occasion d'adresser un message au gouvernement sur le bicamérisme. Vous l'avez fait également tout à l'heure. Oui, je crois que c'était important parce que souvent le Sénat était un peu critiqué, où tout se passait à l'Assemblée nationale. Là, on avait vraiment besoin du Sénat. On a vu, et d'ailleurs le Premier ministre en est félicité, on a vu combien le Sénat pouvait très très bien travailler et pour sortir par le haut d'une épreuve pour le gouvernement. Comme je l'ai dit d'ailleurs, on pouvait laisser pourrir la situation entre le gouvernement et les grévistes. On a voulu prendre nos responsabilités et je pense qu'on a bien fait. Justement, à propos des grévistes, est-ce que la grève doit s'arrêter avec les changements apportés par le Sénat, avec l'incessibilité, encore le renforcement du volet social? Je rappelle qu'il y a encore une journée sans cheminots qui est organisée pour le 12 juin prochain, c'est-à-dire au lendemain de la commission mixte paritaire. Oui, alors je comprends les cheminots qui veulent, enfin les syndicats qui veulent attendre la commission mixte paritaire qui aura lieu, je le répète d'ailleurs, le 11 juin à 14h30. Mais moi, je n'ai pas de doute, et c'est ce que j'ai exprimé lors de mon allocution, je n'ai pas de doute sur tout ce qui les intéresse, c'est-à-dire le mouvement social et les avancées sociales. J'ai eu la validation sur ces avancées sociales de la ministre. On partage les mêmes choses. L'Assemblée, le rapporteur de l'Assemblée s'est exprimé aussi sur le fait qu'il y avait tout l'intérêt d'une CMP conclusive. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant, en fait, on continuerait la grève. C'est au détriment à la fois des syndicats, c'est au détriment des grévistes qui amputent leur pouvoir d'achat et c'est au détriment des Français et des Français parce que finalement la grève, elle gêne pas ni le gouvernement ni les parlementaires, elle gêne les gens qui n'ont pas d'autre moyen de locomotion pour aller au travail que de prendre le train. Parmi les apports du Sénat, on retient aussi les mesures qui concernent l'aménagement du territoire. Sur ces points-là, il n'y a pas toujours eu des accords avec le gouvernement. C'est là-dessus qu'il va y avoir de vraies discussions et de probables désaccords en commission mixte paritaire. Oui, mais là je serai ferme parce que le Sénat a une volonté d'être un marqueur sur l'aménagement du territoire. Nous devons avoir la préoccupation de sauvegarder les petites lignes et de sauvegarder aussi les lignes directes par TGV sur l'ensemble du territoire sans correspondant. Et là, je pense que la ministre partage globalement la préoccupation du Sénat. Je ne pense pas qu'il y ait de problème en commission mixte paritaire là-dessus, mais en tout cas, j'y veillerai personnellement. Mais c'est la crainte qui demeure que des petites lignes jugées peu rentables par les futurs opérateurs puissent trinquer. Oui, mais on a encore du temps là-dessus, parce qu'en fait, on va avoir le texte mobilité. On sera très attentif justement à sauvegarder les petites lignes. Les petites lignes, ça dépend de quoi on parle. Justement, j'ai demandé une évaluation de cette petite ligne, parce qu'il y a des vraies petites lignes, mais il y a des fausses petites lignes. Les fausses petites lignes où il y a beaucoup de voyageurs, et donc il faut bien sûr les sauvegarder. Mais il y a aussi des petites lignes qui servent pour le fret ferroviaire. Donc il faut vraiment évaluer l'ensemble de ces dites petites lignes, parce qu'on a mis de tout dans ça. Et moi, je veux absolument une évaluation précise, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Merci beaucoup, Gérard Cornu, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Et on va continuer d'analyser le vote du Sénat avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Marchand. Bonjour, merci d'être avec nous. Sénateur La République En Marche du Nord. Vous avez été très actif, chef de file du groupe La République En Marche sur ce débat. J'accueille également Monique Dabat. Bonjour, vous êtes déléguée syndicale Sudrail à la gare du Nord. Bienvenue à vous. Jean-François Longeot, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Union centriste du Doubs, secrétaire de la commission de l'aménagement du territoire. Olivier Jacquerin est également présent sur ce plateau, sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle. Vous étiez, vous aussi, le porte-parole du groupe sur cette réforme ferroviaire. Et Fanny Arave, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes administratrice UNSA Ferroviaire à SNCF Réseau. Première question pour vous, Frédéric Marchand. Comment réagissez-vous à ce vote? Il était attendu par le Sénat de la réforme ferroviaire. Ça sent un peu la sortie de crise, selon vous? C'est vrai, vous l'avez dit, le Sénat était attendu et le Sénat était au rendez-vous. La ministre l'a dit, un travail de co-construction. Et moi, pour paraphraser une célèbre formule, j'ai envie de dire finalement un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour le service public ferroviaire dans notre pays avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je pense que le vote d'aujourd'hui fera date pour la suite. Olivier Jacquerin, le groupe socialiste a finalement voté contre. On sait qu'il y a eu un débat ce matin en groupe entre ceux qui voulaient s'abstenir sur cette réforme. C'est un vote contre, un vote de vigilance, avez-vous dit dans l'hémicycle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, nous sommes favorables à une réforme, mais pas engagée comme elle l'est là. Rappelons que s'il y a des progrès enregistrés au Sénat, c'est grâce à la pression des cheminots, c'est grâce à la pression du Parlement pour sortir de ce qui était des ordonnances, des propos très durs du Premier ministre envers les cheminots, qui ne méritaient pas ça. Ils sont sortis dans la rue, ils y sont toujours. Ce que j'observe, c'est un lien nouveau entre le groupe Les Républicains et le groupe En Marche, qui atteste clairement que M. Macron n'est ni de gauche ni de gauche. C'est pour ça que vous avez voté contre. Il y a aussi un positionnement politique du groupe socialiste ? Mais c'est un positionnement de fond sur la méthode d'ordonnance. Nous continuons sur un régime d'ordonnance. Plein de choses sont incertaines. On va vers une CMP sans aucun doute conclusive avec cette alliance nouvelle entre En Marche et les Républicains. Nous avons peur de régression, notamment dans le champ social. Et pareil, il ne faut pas donner toutes les clés au gouvernement, puisqu'il y a une réunion tripartite qui est annoncée après la CMP entre les syndicats, l'UTP, qui est donc le patronat ferroviaire, et le gouvernement. Et cette vigilance, à ce moment précis, elle nous semble indispensable. Elle est ultra majoritaire chez nous. Alors, Jean-François Longeot, le groupe centriste, a soutenu cette réforme. Il y a eu aussi le travail fait par Hervé Maurey, le président de la commission de l'aménagement du territoire. Il y avait eu des propositions de loi déjà adoptées en ce sens à l'unanimité au Sénat, on s'en souvient. Oui, ça avait été adopté le 28 mars, date à laquelle j'étais le rapporteur de la proposition de loi Maurey-Nègre. Moi, pour rebondir sur les propos de M. Jacquin, moi je me réjouis vraiment, parce qu'à un certain moment, il faut que l'on ait bien entendu nos convictions politiques. Mais sur des sujets aussi importants que celui-là, il faut vraiment qu'on puisse se rassembler. Et c'est ce qui nous a permis, à un moment donné, de trouver un certain nombre de sujets qui nous permettent effectivement d'aller de l'avant. Et je veux dire, sur le côté social, sur le côté des petites lignes, on en reparlera. Mais je crois que c'était un vrai effort. Alors effectivement, on peut toujours dire oui, mais on aurait préféré plus ça que ça, que ça, que ça. Mais je crois qu'on a sauvé effectivement l'essentiel. On a préparé cette ouverture. Parce que je rappellerai quand même que si on n'avait pas préparé cette ouverture, je pense que malheureusement, dans quelques années, la SNCF aurait beaucoup souffert, et les usagers aussi, et l'ensemble de la population. On va continuer les réactions au Sénat, si vous voulez bien, avec Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences. Tam, à vos côtés, le sénateur qui appartient au groupe communiste, sénateur de l'Isère, Guillaume Gontard. Oui, Guillaume Gontard, le groupe CRCE a été le seul à s'opposer au principe de l'ouverture à la concurrence de façon claire, constante, tout au long de l'examen de la réforme ferroviaire au Sénat. Qu'est-ce qui continue de vous inquiéter dans ce texte ? Je dirais toujours la même chose, hein, même si là le texte a été adopté au Sénat. C'est vrai qu'on s'est opposé avec force à la fois à cette ouverture à la concurrence, parce qu'on nous a parlé de cette ouverture à la concurrence comme la potion magique qui allait tout régler. Je suis loin d'en être sûr. En tout cas, si on est un petit peu pragmatique et qu'on regarde autour de nous, qu'on regarde dans les autres pays, à aucun endroit cela a fonctionné. Donc c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions. On brandit beaucoup dans l'hémicycle, notamment le gouvernement, l'exemple de l'Allemagne sur ce sujet.
Oui, mais même l'Allemagne, même si on regarde l'Allemagne, qui effectivement a fait une ouverture à la concurrence, mais qui a réussi à bien bloquer, puisque la Deutsche Bahn est quasi le monopole, mais surtout a très largement investi sur son réseau et a investi avant cette ouverture. Donc c'est vrai qu'il faut regarder effectivement l'Allemagne. Par contre, si on regarde aussi l'Allemagne, on voit qu'il y a eu une suppression de nombreuses lignes intérieures. Et donc c'est un des vrais risques, enfin moi, de la vraie crainte que j'ai maintenant, et sur les territoires. Et c'est vrai que les élus qui ont pu... qui se satisfont de ce texte. Moi, je leur donne un petit peu rendez-vous sur les territoires. C'est un sujet sur lequel le Sénat a tenté d'agir. Il y a eu plusieurs amendements qui ont été adoptés pour renforcer les garanties pour justement parce bien que je pense que l'aménagement du territoire. Justement, la plupart de ces élus ont bien vu qu'il y avait un problème, que cette ouverture à la concurrence, on a l'exemple de la téléphonie, allait poser des problèmes et que c'est pas au privé de régler le problème sur les territoires et le problème du service public, et que c'est bien à l'État, et que là on a bien un manque, et que sur les territoires, je pense qu'on risque d'avoir un certain nombre de fermetures de lignes. Si les régions ne peuvent pas investir durablement et n'ont pas les moyens d'investir, c'est ce qui risque de se passer. Donc c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses dans ce texte et qu'on attend encore beaucoup de réponses du gouvernement. Un autre sujet qui a continué de vous inquiéter, c'est la question de la privatisation. Certains jugent que là-dessus, vous jouez à vous faire peur et qu'il y a toutes les garanties dans les textes, avec notamment bien sûr l'incessibilité qui a été inscrite dans le texte au Sénat. La même chose, je ne pense pas qu'on ait joué à se faire peur. Je pense qu'il y a quand même quelques précédents qui montrent que la privatisation, après un passage en SA, ça arrive. On a eu EDF, société anonyme, qui est passé et puis qui du coup, petit à petit est devenue une société privée. Et surtout, c'est qu'on n'a toujours eu aucune réponse de la part de la ministre sur les raisons de ce passage en SA. Il n'y avait absolument pas besoin pour cette ouverture à la concurrence. On n'a toujours pas de réponse, donc on peut se poser quand même des questions de ces raisons, puisque même le président de l'ARAFER nous a dit que c'était pas forcément la meilleure solution de passer en SA. Donc c'est vrai qu'on écoute ce qui se dit autour, et c'est pas franchement rassurant, et que je pense qu'on a raison de se poser quelques questions. Une toute dernière question, peut-être un peu plus anecdotique, mais c'est ce qui s'est passé dans l'hémicycle tout à l'heure. Ce coup de gueule qui a été poussé par Claude Malhuret, le président du groupe des Indépendants au Sénat, par rapport au happening que vous aviez fait lors de la séance, où vous aviez eu des pancartes dans l'hémicycle, vous aviez des gilets de cheminots. Lui a dit bientôt on va arriver en maillot de bain dans l'hémicycle. Oui. J'ai l'impression que ça l'a choqué. Moi, son intervention m'a plus choqué, parce que je trouve que oui, il a été irrespectueux. Nous, on n'a à aucun moment été irrespectueux envers l'Assemblée, envers nos collègues du Sénat, où on a eu un débat riche, intense. On a dit ce qu'on avait à dire, mais je pense qu'on a montré, oui, qu'on était solidaire avec les cheminots. Et moi, j'en suis fier. Par contre, je pense que son attitude tout à l'heure, j'ai même pas envie de la commenter. Bien, merci beaucoup Guillaume Gontard d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam. Et Claude Malhuret sera d'ailleurs à votre micro dans un instant. Les yeux sont maintenant désormais tournés vers les syndicats. Que vont-ils faire? On a entendu Gérard Cornu dire il faut parfois, rappelant cette phrase de Maurice Thorez, savoir terminer une grève. Alors Monique Dabat, vous êtes déléguée syndicale Sudrail. Est-ce que ce vote du Sénat va permettre justement de mettre un terme à ce conflit? Absolument pas. Alors vraiment, pourquoi? Absolument pas. Parce que les raisons de la grève restent entières. C'est si on a décidé de se mettre en grève contre le pacte ferroviaire, c'est parce que c'était une attaque frontale contre nos conditions de travail, contre nos conditions de vie, contre nos conditions de salaire. Absolument rien n'a été modifié dans le texte à ce sujet. Aucune garantie sociale, même après les modifications du Sénat? Les modifications, sur le plan social, les seules choses qui ont été mises en avant, c'est le volontariat. Mais déjà, c'était inscrit dans le rapport Spinetta, donc c'est absolument rien de nouveau. Et puis, quel patron aurait envie de prendre prioritairement dans une société ceux qui n'ont pas envie de venir? Évidemment que c'est les volontaires qui iront en premier. Mais le problème, le caractère incessible qui a été inscrit dans la loi, ce n'était pas prévu au début. Là, c'était un garde-fou contre tout risque de privatisation. Là aussi, ça ne... Non, parce que contre tout risque de privatisation, mais là, le problème, c'est même pas la privatisation de la SNCF, c'est qu'elle est donnée par petits bouts à des entreprises privées, c'est par petits bouts. Donc peut-être qu'elle ne sera pas privatisée à la fin, mais peut-être que la fin, ça sera plus que la direction générale de la SNCF qui sera nationalisée. Et puis il n'y aura que des petits bouts privatisés tout autour. Donc pour l'instant, le mot d'ordre, c'est vous continuez la grève jusqu'au 12 juin, ça a été rappelé. Jusqu'au 12 juin, c'est vous qui donnez la date. Moi, pour nous, il y a pas de date. C'est la journée sans cheminot, le 12 juin. Mais c'est pas une date de fin.
En tout cas, c'est la prochaine étape. Fanny Arav, quelle est la position de l'UNSA après ce vote du Sénat? Est-ce que vous, au contraire, vous saluez les avancées qui ont pu être votées par la Haute Assemblée? Alors, il y a deux registres. Il y a le registre législatif, où effectivement, par rapport au texte initial, il y a eu de véritables avancées et on sait en tenir compte. Ensuite, il y a quand même un problème de fond, qui est l'esprit de la loi, l'esprit de ce texte et l'esprit de la réforme ferroviaire. Où là, par contre, c'est vrai que nous avons de grandes interrogations sur le pourquoi de la fin du statut. À part le trophée de chasse dont on parle autant, il n'y a absolument aucun intérêt économique. Il y a l'ouverture de la concurrence qui est avancée comme étant la solution miracle. Nous, on aimerait qu'il y ait de véritables études d'impact, qu'il y ait quand même une réflexion peut-être un peu plus fine qui soit avancée pour voir là, elle peut être peut-être intéressante, je ne sais pas, je doute un peu, mais pourquoi pas, mais qu'on ait quand même une vision un peu objectivée et rationnelle sur ce sujet. Donc, on a la transformation d'entreprise en SA, qui est même, à mon sens, un non-sens économique, notamment pour réseau. Donc, sur ce sujet, effectivement, du sens donné, nous sommes toujours quand même dans un état un petit peu d'expectative, de non-compréhension. On ne voit pas comment cette réforme va améliorer véritablement le ferroviaire, parce que l'idée quand même qui est avancée, c'est d'avoir un ferroviaire qui marche mieux pour tout le monde. Et là, cette réforme-là n'avance aucune solution véritable à ce sujet-là. Donc, il y a des avancées sur le terrain législatif par rapport à un texte initial, mais comment ça s'inscrit dans un schéma un peu plus général? Nous avons des interrogations. Donc nous attendons effectivement de voir le texte final suite à la CMP, la commission mixte paritaire. Nous attendons, nous attendons aussi également beaucoup de voir comment va se passer donc la table ronde tripartite et de quel format. Et est-ce que c'est quelque chose de conclusif ou est-ce qu'au contraire, on est dans une nouvelle dynamique, on poursuit vers une véritable négociation et voir comment va se poursuivre cette négociation à travers la convention collective. Alors, on va y venir si vous voulez bien, mais je parlais de Gérard Cornu, le rapporteur de ce texte. Il a appelé justement les syndicats à mettre un terme à la grève. On l'écoute. Je voudrais m'adresser aux syndicats et aux grévistes. Le groupe Les Républicains votera ce texte issu des travaux du Sénat. Et je n'ai pas de doute sur son approbation sénatoriale à une large majorité. Le Sénat a mis vraiment la réforme sur de bons rails. Pour toutes les avancées sociales validées par la ministre, j'ai la certitude que le texte ne sera pas dénaturé par la CMP. J'y veillerai personnellement. Et comme le disait Maurice Thorez, il faut savoir arrêter une grève. Le texte issu du Sénat vous en donne une véritable opportunité. Frédéric Marchand, vous aussi, vous demandez aux syndicats de terminer, d'arrêter ce conflit après le vote du Sénat? Moi, je n'ai pas d'ordre à donner aux organisations syndicales. Je constate effectivement que suite à la discussion à l'Assemblée nationale, suite à la discussion au Sénat, il y a un certain nombre d'avancées sociales qui ont été apportées et qui vont dans le sens des discussions qui ont été menées avec les organisations syndicales réformistes et que, effectivement, je ne vais pas paraphraser à mon tour Maurice Thorez, mais je pense que, comme ça a été dit par beaucoup, les Français commencent à en avoir assez de cette situation qui est aussi un petit peu difficile et compliquée pour notre économie. Mais vous comprenez quand Fanny Arav dit on ne comprend pas le sens finalement en général de cette réforme? Est-ce que vous comprenez sa position? Je comprends que chacun soit dans son rôle. J'ai bien entendu ce que nous a dit Olivier Jacquin sur la position du groupe socialiste, mais moi j'ai fait un peu de mathématiques quand j'étais jeune et je constate que certains membres du groupe socialiste se sont abstenus sur ce vote. Donc ce qui veut dire que du côté du groupe socialiste, il n'y a pas forcément une unité de pensée sur cette réforme ferroviaire. Pour le reste, je comprends les interrogations, les inquiétudes du monde cheminot, mais le sens de cette réforme, fondamentalement, c'est que l'ouverture à la concurrence arrive et que n'allons pas répéter ce qui s'est passé avec le fret, où nous n'avons rien préparé, nous n'avons rien anticipé et ça a été une catastrophe. Le gouvernement a pris ses responsabilités, ça a été salué sans qu'il n'y ait aucune collusion politique. Je pense aussi qu'il faut arrêter avec les poncifs et les caricatures. Les Français en ont marre et les propos que j'ai entendus sont une illustration. Olivier Jacquin et Jean-François Longeau après. Mais non, je pense que les Français vont être un peu déçus. J'ai lu un sondage ce week-end qui dit que 58% des Français sont favorables à la réforme. Je crois qu'ils entendent par réforme la fin du statut des cheminots. On est bien dans le symbole. Le statut des cheminots doit être réformé. On n'arrive pas à recruter
à SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Donc vous êtes d'accord pour réformer ce statut ? Si le statut était si génial que ça, il n'y aurait pas des difficultés comme ça. Donc il y a un vaste chantier qui est en cours. Le mythe du statut, c'est fini. Ils sont plus du tout dans les conditions imaginées. Et le symbole, c'est ça, c'est que derrière la réforme du rail, dont les Français vont être déçus, parce que le temps ferroviaire est très très long, et dans 4-5 ans, ils n'auront pas vu grand-chose de la réforme. On joue plus, effectivement, d'autres réformes sur le rapport des Français au travail, au service public. La future réforme des retraites est dans le viseur, et c'est une certaine relation au corps social. Notre réaction, elle est là, parce qu'il n'y a pas de projet industriel pour le ferroviaire. Les Français croient qu'au lendemain du vote, les trains vont mieux marcher. Non, on n'a pas parlé du fret, par exemple. Le fret, ça utilise les mêmes voies que les trains de voyageurs. On ne sait pas comment discriminer positivement le ferroviaire par rapport à la route et par rapport à l'avion. Après cette réforme, on sait qu'il y aura aussi après une loi sur la mobilité qui est attendue également. Mais moi, je crois que si on met à l'envers, en plus. Moi, je crois que si on met la loi sur les mobilités avant. Je crois que si on met tout en œuvre pour que ça ne marche pas, effectivement, on pourra se targuer que ça ne fonctionne pas. Mais l'objectif, enfin, qui est le mien, qui est celui du groupe de l'Union centriste, c'est effectivement que ça marche. Et on a essayé de mettre tout en œuvre pour sauvegarder les petites lignes, pour l'aménagement du territoire, qui est l'ADN d'ailleurs du Sénat, c'est le territoire. On a essayé de mettre un certain nombre de choses en place. On a aussi avancé sur le statut social. Il y a un certain nombre de propositions. Je crois que maintenant, où on tourne le dos à cette loi, en se disant pourvu que ça ne marche pas, puis pour dire vous avez vu, ça ne marche pas, et donc on avait raison. Mais je crois que c'est pas ça. C'est pas ce qu'attendent les Français. On a quand même, dans ce projet, le gouvernement, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Jamais. Et je ne suis pas En Marche, a quand même indiqué qu'il prendrait en charge les 35 milliards sur les 46 milliards de dette. C'est quand même quelque chose d'important et c'est un tournant. Alors je crois que maintenant, il faut que chacun fasse un petit effort, qu'on essaie d'avancer, parce que je crois, comme l'a dit M. Marchand tout à l'heure, on n'a pas préparé l'ouverture au fret. Et aujourd'hui, on dit que ça ne marche pas. Eh bien, on a préparé l'ouverture à la concurrence pour le ferroviaire, et je suis persuadé que ça va marcher, mais il faut de la volonté, et il faut du courage, et il faut aussi tout mettre en œuvre pour que tout fonctionne. Aucun apport du Sénat ne trouve grâce à vos yeux, si je résume. Absolument aucun. Et je voudrais revenir justement sur cette histoire de dette, parce que là, c'est vraiment se moquer du monde. Ça fait des années que Bercy sait qu'il sera obligé de reprendre la dette de réseau, et pas parce qu'il y avait une histoire de pacte ferroviaire en prévision ou pas. C'est complètement indépendant du pacte ferroviaire. C'est simplement parce que dès l'instant qu'une entreprise dépend à plus de 50% des financements de l'État, l'État doit reprendre la dette et doit être considéré comme une administration publique. En tous les cas, c'est à mettre au crédit du gouvernement actuel. Le précédent ne l'avait pas fait. Parce qu'on n'y était pas. Parce que c'est jusqu'à l'année dernière encore, ces réseaux se finançaient par ces péages à 52%. Donc il n'y avait aucune raison que ça se fasse. Cette année, ça risque de passer en dessous des 50%. Donc cette année ou au pire, l'année prochaine, c'était une obligation européenne. C'est une règle européenne. Personne n'invente rien là-dessus. C'est une règle. Et l'État avait l'obligation de reprendre cette dette. Sauf que là, on nous la présente comme un cadeau qui serait fait extraordinaire à la SNCF et aux cheminots. Et en échange de ça, il faudrait qu'on recule sur nos conditions de travail, de vie, de salaire, etc. Il faudrait qu'on soit éternellement reconnaissant, alors que cette dette, c'est pas la nôtre. Les cheminots n'en sont pas responsables. Des investissements qui vont être augmentés, des investissements prévus supplémentaires, justement. Mais les investissements, là, on le voit pourquoi ils les font, les investissements. Ils les font sur toutes les lignes qui veulent privatiser. C'est sur la ligne H en Ile-de-France. Il y a des travaux colossaux qui sont faits. Il y a des gares qui ont été refaites, des trains tout neufs qui ont été achetés. C'est dans plein de lignes, il est prévu de refaire des gares pour pouvoir les donner toutes belles, toutes neuves aux sociétés privées qui leur prendront. C'est pas des cadeaux pour les cheminots, ça. Et nous, on n'a absolument pas accepté de reculer sur quoi que ce soit sous ce prétexte. Fanny Arab, est-ce que vous avez un regard un peu différent sur cette question de la reprise de la dette? C'était quand même un geste fort de la part du gouvernement.
Un geste fort, mais qui a été un petit peu obligé, outre la question effectivement des équilibres de 50%, il y a aussi la question du passage en SA, où j'ai parfois l'impression que c'est devenu un peu le bout de scotch qui colle à la semelle quand même, ce passage en SA de SNCF Réseau. Donc à partir du moment où on passe en SA, il y a forcément un équilibre en l'actif-passif, l'EBITDA et la dette, donc il y avait une obligation de reprendre une partie de la dette. C'est juridique, c'est financier, il n'y a pas d'autre nature de geste. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, aujourd'hui, c'est le différentiel de dette qui reste toujours dans les comptes, les impacts du passage en SA sur les taux d'intérêt, sur une multitude de contrats, sur de l'ingénierie financière qui existe aujourd'hui, qui sont en train de se faire. Les études d'impact sont aujourd'hui en train de se faire. Donc, moi, je trouve ça très, très inquiétant. Donc, on a quand même des effets négatifs qui sont liés et une trajectoire financière. Vous parliez de 200 millions, mais il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, suite au rapport Rivier et suite. On indiquait que si on les maintient le réseau, on était quand même plus proche des 4 milliards que ce qu'on va avoir aujourd'hui. Donc le fait d'avoir investissement complémentaire, c'est important. C'est effectivement important, c'est même primordial. Est-ce que ça sera suffisant pour remettre à niveau, ne serait-ce que la partie substantielle du réseau, c'est à voir. Et 200 millions d'euros pour la maintenance. La rénovation, maintenance. Alors au début, c'était juste la rénovation. Maintenant, ça va tout faire. Ça va également faire la signalisation, RTMS. C'est le paquet complet. Donc, est-ce que ça sera suffisant? J'ai quelques inquiétudes. Et le différentiel se fait en termes de productivité. Donc, productivité industrielle et productivité ressources humaines. Donc là aussi, je dis attention, parce qu'on ne peut pas tout demander à la productivité. Parce qu'à un moment, ce sont des hommes en moins. Des hommes en moins, ce sont des chantiers qui ne se font pas. Des chantiers qui ne se font pas, c'est des lignes qui ne sont plus circulées. Olivier Jacquin. Moi, je partage totalement ce que vous venez de dire, Fanny. On a légiféré au doigt mouillé sans avoir d'études d'impact sur les décisions que nous prenions. On y va au pifomètre sur des sommes absolument considérables. 35 milliards, ça impressionne. Quand on est au bistrot, on se dit « Waouh, 35 milliards !» Mais traduit dans un prochain contrat de performance, on ne sait pas ce que ça donne. Si, sous prétexte de désendettement, le gouvernement retire d'autres sommes parce que les mouvements financiers entre l'État et SNCF sont très nombreux. Aujourd'hui, on ne sait rien et je ne vois pas, moi, ce nouveau projet industriel qui va faire de nous la Suisse ferroviaire de demain. On n'a jamais parlé de ce modèle ferroviaire qui est extrêmement intéressant à l'heure des mobilités, mais la Suisse comme le Japon, là, il y a deux États stratèges qui voient loin, qui investissent beaucoup dans le réseau. Les sommes actuelles, même si elles sont impressionnantes, a priori, ne sont pas exceptionnelles vu les coûts de remise en état du réseau et de développement qu'il y a devant nous. Frédéric Marchand, elle a été mal préparée, cette réforme? Je ne pense pas qu'elle ait été mal préparée. Alors j'entends effectivement celles et ceux qui poussent des cris d'orfraie, mais pour certains c'est une habitude. Non, elle n'a pas été préparée, bien au contraire. Comme ça, puisque effectivement on est dans un travail de co-construction. Je le dis, je le répète. Certains nous ont dit que le débat allait être confisqué par le biais des ordonnances. On a vu avec tout ce qui s'est passé au Sénat, et on a quand même passé quelques jours et quelques nuits au Sénat à échanger, avec tout le travail qui a été fait. 25 heures de débat en séance. Plus qu'on oublie surtout toutes les rencontres préalables qui se sont déroulées. Vraiment un travail de co-construction qui me fait dire que quand j'entends doigt mouillé, quand on va au bistrot, voilà, c'est une réforme qui mérite mieux quand même que certains lieux communs qu'on a pu entendre et qu'on continue d'entendre. Alors on le disait, cette réforme a été adoptée grâce aux voix des LR ici au Sénat. On va retourner dans l'hémicycle du Sénat. Nous attend Saveria Rojac pour faire un point justement sur ce vote qui a été au-delà des clivages traditionnels. Absolument, Delphine. Les sénateurs étaient très nombreux, il faut le dire, cet après-midi dans l'hémicycle pour se prononcer sur cette réforme ferroviaire dans une ambiance, il faut le souligner également, plutôt électrique. Un texte voté donc à une large majorité, on le sait. Républicains et centristes ont voté pour. Socialistes et surtout les communistes, bien sûr, ont voté contre. La majorité sénatoriale, elle a conduit un véritable travail de co-construction avec le gouvernement, une méthode et un résultat salué par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Je vous propose d'écouter sur cette question Hervé Maurey. Sur ce texte, comme toujours, le Sénat a prouvé son sens des responsabilités et de l'intérêt général. Il a eu à cœur non pas de faire de la politique politicienne, mais d'agir dans le seul souci de l'intérêt général. Le rôle joué par le Sénat dans cette réforme majeure a été démontré. Et notre rôle a également montré la nécessité d'un bicamérisme équilibré. À toutes celles et à tous ceux qui s'interrogent parfois sur le rôle du Sénat, que ce soit dans l'opinion publique ou parfois même au sein des instances gouvernementales, je crois que nous avons apporté une réponse claire et nette. Voilà donc pour ce travail effectué par les sénateurs, cette co-construction. Je vous parlais également d'une ambiance
électrique. Je vous propose d'écouter à ce sujet Claude Malhuret. Eh bien, Claude Malhuret qui s'en est pris nommément au banc communiste en raillant la faiblesse de la mobilisation contre le texte. La stratégie des jusqu'au-boutistes de la grève est un échec. Absence de soutien populaire, fissure du front syndical, érosion du taux de grévistes, détermination du gouvernement, soutien du Parlement. 2018 ne sera pas 1995. Et la litanie de l'appel à la convergence des luttes ne fera pas plus advenir un nouveau mai 68 que la danse d'un sorcier vaudou n'amène la pluie. Voilà donc pour l'ambiance tout à l'heure dans l'hémicycle lors de ce vote. Et vous l'avez compris, bien sûr, des sénateurs très mobilisés sur cette réforme, Delphine. Merci à vous, Saveria. Comment vous réagissez, Monique Dabat, à ces propos de Claude Malhuret? 2018 ne sera pas 1995. C'est vrai qu'au début, on redoutait des blocages, comme la France a pu en connaître en 95. Oui, c'est une facilité d'essayer de calquer les mouvements les uns sur les autres et puis après de savoir si c'est le même, pas le même. Enfin bon, ça pas. Il n'y a pas eu de convergence des luttes, nous dit Claude Malhuret. C'est des luttes, non, il faudrait qu'il y ait plein de luttes pour qu'elles convergent. Mais par contre, il y a une convergence des intérêts des travailleurs. Parce que là, ce qui se passe quand même en ce moment, c'est un mouvement d'attaque contre l'ensemble des travailleurs. Macron, il a voulu faire la démonstration qu'il pouvait faire reculer les cheminots, et en tout cas, pour l'instant, c'est pas fait. Mais sur leurs conditions de vie, de travail, de salaire, etc. Mais que il n'y a pas d'érosion du mouvement, Monique Dabat, malgré tout, on a vu s'attaquer à l'ensemble des travailleurs. Alors sur l'érosion, c'est la tarte à la crème quand même depuis le début de la grève. C'est pendant 2 mois, on nous a dit ça s'effiloche, ça s'effiloche, ça s'effiloche. Maintenant, on nous dit ça se termine, ça se termine, ça se termine. Sauf que la grève, elle continue. Elle est toujours là. Sur les chiffres du mois de mai, tout ce qui a été dit et redit, c'est que là, il n'y avait pas d'érosion. Ils ne bougeaient pas, ces chiffres-là. Donc la grève elle continue. Il y en a qui espèrent que ça pourra s'arrêter rapidement. Mais si, contrairement à ce qui est dit quand même, c'est sur les voyageurs qu'on en marre, etc. Mais nous, chaque fois qu'on va discuter avec eux dans les gares, alors qu'ils justement ils sont en train d'attendre leur train qu'ils n'ont pas, mais autant au début, évidemment, ils nous disent mais nous ça nous gêne quand même, on est impacté par ça. Ouais. Mais sauf que dès qu'on continue, des Français, des usagers mécontents. Dès qu'on continue quand même. Ils sont d'accord sur les raisons de la grève, parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils peuvent être les prochains visés par les attaques, parce que ça vise tous les travailleurs, ces attaques-là. Fanny Arabe, cette grève, alors on parlait de cette échéance du 12 juin, il y a les vacances scolaires qui approchent. Est-ce qu'il va y avoir peut-être l'UNSA, la CFDT, les syndicats plus réformistes qui vont proposer une solution de sortie de crise? Écoutez, pour l'instant, nous, on est dans un mouvement unitaire. On attend de voir le texte qui va sortir de la CMP. On est extrêmement attentif, comme j'ai dit tout à l'heure, à quelle formulation, quelle formule sera associée donc, à la table ronde tripartite. À ce moment-là, on fera un peu le bilan des avancées, de où on en est et de quelles seront les intentions du gouvernement sur l'accompagnement de la convention collective et des négociations qui vont se faire ensuite à la SNCF. Et ça, c'est quelque chose pour nous de primordial. Mais dans quelles conditions le dialogue social va pouvoir reprendre après plusieurs semaines de grève? Il est fragilisé, ça va être compliqué? Nous sommes dans une situation délicate parce que vous parliez de 95, en jours cumulés, on a dépassé 95. Mais plus que ça, moi, quand je vois les messages, quand je vois l'état de l'entreprise SNCF aujourd'hui, nous sommes dans une situation sociale particulièrement difficile. Les contestations par rapport à cette réforme, c'est de la tête aux pieds. Pas forcément pour les mêmes sujets, d'autres, ça sera plus sur le statut, mais à la tête, on a aussi des gens qui s'intéressent énormément sur justement le pourquoi de cette réforme. Si c'est pas que c'est une réforme qui est faite pour casser effectivement une belle entreprise, mais pas forcément pour la transformer, pour la moderniser. On ne voit pas véritablement quelle est la ligne qui est projetée. Est-ce que ça n'a pas changé de position parce qu'on vous a reçu plusieurs fois sur ce plateau, Fanny Arabe, on avait le sentiment que sur le sens de la réforme, vous étiez plutôt favorable, non? À la fin du statut? Non, mais sur l'esprit de la réforme, Non, bien sûr. Je pense que toutes les OS, organisations syndicales, ont en première tête de chapitre de leur congrès, en mission de congrès, la défense du statut. Ça fait partie des fondamentaux. Parce que quelque chose que j'ai déjà dit par ailleurs, c'est que le statut, c'est pas seulement une somme d'avantages, d'inconvénients. Ça va au-delà. C'est un symbole de sens donné au travail, de ce à quoi on appartient. On appartient à une entreprise qui est au service public, qui rend un service public. C'est tout un ensemble, une collectivité.
Donc là, on s'attaque non seulement à des avantages ou à ceci ou à cela, on s'attache à une image, à un sens donné au travail, justement. Et c'est là où les choses sont très, très difficiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une entreprise, effectivement, renouer le dialogue, ça va être très, très difficile. Frédéric Marchand, on sait que la prochaine étape parlementaire, cette commission mixte paritaire, c'est une réunion entre députés et sénateurs le 11 juin, lundi prochain, ici au Sénat à 14h30. On sait qu'il y a des points de désaccord avec les députés. Alors, est-ce que vous avez bon espoir de trouver un terrain d'entente? J'ai bon espoir. Donc, j'ai échangé moi longuement avec Jean-Baptiste Djebbari, qui est le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Et il y a vraiment une volonté des deux chambres. On l'a entendu de la bouche de Gérard Cornu, une volonté du gouvernement qui a été réaffichée par Elisabeth Borne, qu'on puisse effectivement trouver la meilleure solution pour avoir l'adoption d'un texte qui soit le meilleur possible pour préparer la suite. Alors, avant de vous donner la parole, messieurs, vous savez, c'est le principe de cette émission. On retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction. À vos côtés, Tam Tranui, c'est le président du groupe République et Territoires, les indépendants ici au Sénat, Claude Malhuret. Claude Malhuret, président du groupe des indépendants ici au Sénat. Vous vous êtes fait remarquer aujourd'hui dans l'hémicycle lors de votre intervention. Vous avez notamment dénoncé les happenings qu'avaient pu faire les communistes lors de la discussion. Pour quelles raisons? Parce que je crois que c'est une question de dignité de l'Assemblée. Il y a quelques semaines, à l'Assemblée nationale, un député est arrivé avec un maillot d'un club de foot. Monsieur Ruffin. Hier, au Sénat, les communistes sont arrivés avec des chasubles de cheminots sur leur avec des gilets orange, costume cravate, également, avec des pancartes, etc. Je crois que si on laisse... c'est la dignité de nos assemblées qui est en question. C'est aussi une façon de se faire entendre de la part des communistes. Si on ne dit rien, s'il y a des règlements dans les assemblées, si ces règlements... L'Assemblée nationale et le Sénat, ce n'est pas n'importe quoi. C'est les représentants de la démocratie en France. Si on ne respecte pas le règlement, si demain on ne le respecte pas, n'importe qui pourra arriver en maillot de bain ou avec son lévrier afghan en laisse et on ne lui dira rien. Il y a un moment où il faut dire quelque chose. Il y a des règles. Aujourd'hui, dans cette société du spectacle, évidemment, tout le monde a envie de faire du bruit, de passer à la télévision, de se faire remarquer. Mais c'est le contraire, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est l'évolution sur le long terme, c'est la discussion, c'est la réflexion sur le long terme. Et si on commence à accepter tout, et c'est par des petites choses que ça commence. Donc je pense qu'il faut très rapidement mettre le haut là. La grève... Pour le reste, le débat a été constructif. Est-ce que pour vous, la grève doit justement s'interrompre, s'arrêter à l'issue du débat au Sénat? Cette grève, il y a longtemps qu'elle aurait dû s'interrompre. On voit bien qu'il n'y a aucun soutien populaire, que la fracture du front syndical, qu'il y a une détermination du gouvernement, qu'il y a un soutien du Parlement. Et par conséquent, cette grève, elle ne mène nulle part. C'est un échec cuisant. Une journée sans cheminots le 12 juin prochain, après la commission mixte paritaire. Et sans doute, alors que tout sera fini, ça va continuer. Bien entendu qu'il faut dénoncer cela. Je ne comprends pas qu'on prétende défendre le service public avec une action qui casse le service public depuis plusieurs semaines. Je comprends, et d'ailleurs les Français ne le comprennent pas non plus. Donc un jour ou l'autre, il faut dire ça suffit, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et visiblement l'immense majorité du Sénat est d'accord avec moi. Un mot sur l'action du Sénat sur ce texte. Le texte sort avec des garanties sur le volet social, avec de nouvelles mesures qui concernent l'aménagement du territoire et surtout l'inscription de l'incessibilité dans le texte. Est-ce que tout ça suffit à faire de ce texte un texte satisfaisant? Vous le voterez? Le texte, bien entendu, nous l'avons voté, il va dans la bonne direction. Moi, ce que je pense, c'est que ce texte ne va pas assez loin et surtout qu'il ne va pas assez vite parce qu'il faudra plusieurs années pour mettre en place, avec toutes les précautions qui ont été prises, il faudra plusieurs années et on peut être sûr qu'un certain nombre d'embusqués mettront des bâtons dans les roues au fur et à mesure qu'on avancera vers la réalisation de ce texte. Bon, bien entendu, on peut comprendre. Après tout, c'est le premier gouvernement qui a eu le courage de s'attaquer à la vache sacrée de l'immobilisme en France, qui est le problème du transport ferroviaire. Donc on peut comprendre qu'il ait envie de faire certaines génuflexions bien pensantes vis-à-vis d'adversaires qui sont d'ailleurs d'autant plus menaçants, qui sont faibles. Mais on peut le comprendre et par conséquent, je ne vais pas l'accabler pour ça. Moi, je pense que ça aurait pu aller plus loin et plus vite. Bien entendu, ça va dans la bonne direction, donc on le vote. Merci beaucoup Claude Malhuret d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Olivier Jacquin, on a évoqué cette commission mixte paritaire. C'est la prochaine étape lundi prochain. Il y a quelques désaccords, notamment techniques, avec les députés. Vous aviez dit que c'était un vote de vigilance, vote contre des socialistes. Qu'attendez-vous justement de cette commission mixte paritaire ? Qu'il n'y ait pas de régression. L'accord est tellement fort entre les Républicains et En Marche que cette CMP va être conclusive. Nous, on va vouloir veiller à ça, qu'il n'y ait pas de régression. Je voudrais réagir aux propos de M. Maluret qui dit que c'est le premier gouvernement qui fait quelque chose. C'est vraiment exagéré. Il ne faut vraiment pas connaître le dossier ferroviaire pour voir l'importance de la réforme de 2014. Alors vous allez me dire la dette, pourquoi n'ont-ils pas désendetté à l'époque ? Parce qu'ils désendettaient le pays et ce fameux seuil de 3% n'a été atteint que fin 2017. Donc je l'ai dit à la ministre, vous pouvez désendetter SNCF parce que le pays est déjà partiellement désendetté. Je pense qu'on va reprendre date sur cette réforme qui est incomplète et je crains que malheureusement, alors que le temps ferroviaire est très long, qu'il va falloir dans quelques années revenir sur ce texte pour le compléter. Le système ferroviaire va rester bancal. On n'a pas un vrai nouveau modèle ferroviaire et j'espère que la grève va s'arrêter au plus vite parce qu'effectivement, il y a certaines activités économiques et puis des voyageurs. C'est un appel au syndicat, vous aussi ? C'est du coup un appel au syndicat à mettre non, un c'est terme... plutôt au gouvernement. Oui. Moi, je suis contre le dumping social. On n'est pas sujet ni à délocalisation, ni à la concurrence mondialisée. Pourquoi tire-t-on les choses vers le bas ? Pour se tirer des balles dans le pied ? Pourquoi ces différences de statut ? Regardez ce qui a été fait dans le transport routier. Mais c'est une catastrophe. Le transport routier, 90% des entreprises qui font du transport international ne sont plus françaises. On a dérégulé, on a des gars qui ne sont pas payés dans les camions. Je ne suis pas sûr qu'on grandit comme ça. Il ne faut pas le faire pour les activités non délocalisables qui sont en France. Ça sert à rien, c'est inutile. Et les cheminots ne sont pas les privilégiés qu'on dit. Il faut aller voir sur le terrain la réalité. Jean-François Longeon, sur la commission mixte paritaire, sur ces quelques points de désaccord, quelques points techniques, notamment peut-être sur les régions et l'aménagement du territoire. Est-ce que vous craignez que certains députés, justement, reviennent sur les apports du Sénat ? Non, moi je ne crois pas, parce que j'espère vraiment, je le dis avec beaucoup d'énergie, puis vraiment beaucoup de volonté, j'espère que cette CMP sera conclusive, parce que c'est important. M. Jacquin vient de le dire, on peut, même si on ne partage pas les mêmes points de vue, on ne peut plus attendre maintenant. On ne peut pas continuer dans cette situation, c'est impossible. Et puis pour revenir à ce que disait la représentante de Sudrail, jamais on a dit que la dette de la SNCF, et moi je ne l'ai pas entendu, jamais j'ai entendu un homme politique dire que la dette de la SNCF, c'était la dette des cheminots. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi je ne l'ai pas dit, moi je ne l'ai jamais dit, et je pense que c'est la dette, je l'ai encore dit dans l'hémicycle, c'est effectivement la dette des élus, la dette des citoyens, la dette de nos territoires, parce que quand on a décidé à un moment donné de se dire, la dette de tous les gouvernements, oui effectivement, parce que quand on a décidé à un moment donné de vouloir une ligne LGV ici, une ligne ici et une ligne là, c'est quand même bien été décidé par le Parlement. Après, c'est vrai qu'on a fait porter le chapeau à SNCF Réseau, mais je crois que c'est l'État va le reprendre et il faut pas, effectivement. Et les contribuables supporteront cette reprise de la dette. C'est aussi un risque. À clarifier les choses et à dire que la dette, c'est pas la dette des cheminots, c'est la dette de l'ensemble de nos concitoyens, de l'ensemble des élus, de l'ensemble des gouvernements. Et qu'est-ce qu'on aurait dit si on n'avait fait aucun investissement, si on n'avait créé aucune nouvelle ligne TGV, on aurait dit, effectivement, on n'aurait pas de dette, mais on aurait dit, on n'a pas aménagé notre territoire. Voilà, je crois qu'on a toujours un bon argument quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, quand on dit qu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a l'arrache. Fanny Arav et Monique Dabat, justement sur cette CMP, vous allez suivre les débats attentivement aussi. Première question pour vous, Fanny Arav. Oui, tout à fait, parce qu'on voudrait veiller effectivement à comment on va évoluer ou pas le texte. Nous avons connu par le passé parfois des amendements à 1h du matin, donc ça nous oblige à une certaine vigilance. Donc on va être attentif à l'évolution sur effectivement les garanties sociales, mais aussi sur les aspects d'aménagement du territoire, parce que cela nous importe aussi, d'avoir un réseau qui soit existant, qui soit accessible physiquement, mais qui soit aussi accessible économiquement à tous. Et pour l'instant, c'est vrai que le texte n'indique pas grand-chose sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui nous préoccupe également, parce qu'il en va effectivement de l'équilibre, de la cohésion territoriale et de la cohésion sociale.
Monique Dabat, vous suivrez également l'évolution de ce texte lors de son examen en commission mixte paritaire? Oui, mais enfin, comme pour nous, il n'a pas évolué de toute façon, on n'attend rien de cette commission. Et nous, effectivement, on continue à dire que c'est que par la grève qu'on pourra changer les choses. C'est des lois votées, promulguées et annulées, il y en a eu avant. Donc, pourquoi pas cette fois-ci. Mais non, on ne pense pas qu'il sortira quelque chose ni de positif ni de plus négatif de cette commission. Là, parce qu'on ne voit vraiment pas qu'est-ce qu'il y a eu d'amélioré dans ce texte. C'est pas changer 3 virgules qui risquait de nous faire changer d'opinion. Le Sénat a changé 3 virgules. Je pense que le Sénat a changé plus de 3 virgules. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'entre organisations syndicales, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc, un début de fissure peut-être du mouvement syndical. Non, pas trop vite en besogne. Non. Ça fait 1 ou 2 mois. Non, mais je vous écoute attentivement toutes les deux. Je vois que vous ne dites pas la même chose. Non, ça depuis le début. Oui, non, c'est tout l'intérêt de la terre syndicale. Exactement. C'est le débat entre nous et nous avons toujours respecté nos. Ah non, pas du tout. Toujours respecté nos différences. Mais par contre, il est vrai que nous sommes tous dans une attention particulière. Donc l'unité syndicale est là. Il y a de nouvelles réunions. Je pense que partageons que ce soit les têtes des organisations syndicales, mais aussi l'ensemble de la communauté cheminote, et je l'ai dit, élargie au-delà même des syndicats, bien largement au-delà des syndicats. Nous avons une attention particulière sur l'avenir de la SNCF en tant qu'entreprise nationale. Eh bien, merci. Merci à vous, Fanny Arabe. Merci, Monique Dabat. Merci, Frédéric Marchand. Merci, Olivier Jacquin. Merci, Jean-François Longeau. Je rappelle donc cette information. La principale aujourd'hui au Sénat, c'est l'adoption par la Haute Assemblée de la réforme ferroviaire. 240 voix pour, 85 contre. Et dans le reste de l'actualité aujourd'hui, la proposition de Christophe Castaner de soutenir certains élus LR au municipal divise la majorité sénatoriale. Certains rejettent cette main tendue de l'exécutif, comme leur demande le président du parti, Laurent Wauquiez. D'autres sont plus nuancés. Jérôme Rabier. C'est d'un revers de main que le siège des LR a balayé dès hier la proposition de Christophe Castaner d'alliance au cas par cas pour les élections municipales. Mais pas sûr que la consigne soit bien acceptée par tous les élus. Et fidèle à son franc-parler, Gérard Longuet s'est fait le porte-parole de ceux qui critiquent la stratégie de Laurent Wauquiez. Je ne suis pas du tout la ligne que Laurent Wauquiez a choisie. Laurent Wauquiez est un homme intelligent, cultivé, et je trouve étonnant qu'il choisisse d'être une sorte de monsieur non dans un pays qui bouge et où les lignes sont quand même beaucoup plus ouvertes et plus floues qu'elles ne l'étaient. Et je pense que Laurent ne sera pas suivi localement. Une attitude d'opposant systématique de Laurent Wauquiez qui pourrait poser problème pour les municipales, où des maires seront tentés d'intégrer des membres d'En Marche pour s'éviter un affrontement. Ça sera du cas par cas, c'est-à-dire que dans les villes de moins de 30 000, je rappelle que dans les statuts du mouvement, il n'y a pas de commission nationale d'investiture, ça se traite au niveau départemental. Et même au niveau départemental, les maires sortants ont une très grande capacité à agir. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que les choses vont se passer sur le terrain. Maintenant, dans les très grandes villes, où effectivement ça sera très politique, les choses seront différentes. Tous notent en revanche que cette main tendue de la République En Marche est aussi un aveu de faiblesse du mouvement présidentiel, qui manque d'ancrage territorial et pourrait peiner à déloger des maires bien implantés. Il y a une stratégie dite du coucou d'En Marche qui essaye de se mettre dans le nid douillet de ceux, si tant est, de ceux qui ont un ancrage territorial fort. Donc attention aux manœuvres, aux faux bons sentiments. 2 ans avant les échéances municipales, il est trop tôt pour savoir si la stratégie de la République En Marche lui permettra de s'imposer. Mais elle permet aux voix dissonantes de critiquer une nouvelle fois la stratégie de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. C'est une information du journal Les Échos. Le gouvernement va se voir proposer en début de semaine prochaine un plan d'économie de 30 milliards d'euros. Ce chiffre devrait figurer dans le rapport du Comité Action Publique 2022, appelé CAP 22. Explication, Clément Perrault. Un traitement de choc, 30 milliards d'euros de baisse nette du montant total de la dépense publique d'ici 2022. Selon le quotidien Les Échos, c'est l'ambition d'un rapport que doit remettre dans les prochains jours le comité d'experts CAP 2022. Ce comité, mis en place à l'automne par le gouvernement, regroupe 34 experts, des économistes, des chefs d'entreprise, mais aussi quelques parlementaires. L'objectif serait-il de préparer des mesures d'austérité ? Non, il ne s'agit pas de mesures, il s'agit de mesures de bon sens, d'intelligence, de rationalisation. Un bon service public, on le voit bien avec la SNCF aujourd'hui.
Ça passe par des réformes en profondeur qui permettent demain d'espérer avoir des trains à l'heure, des prix plus compétitifs et des trains qui marchent mieux. C'est pareil, le service public, je crois, aujourd'hui, doit se refonder en profondeur. Christine Lavarde, sénatrice LR des Hauts-de-Seine, fait partie de CAP 2022. Selon elle, si l'objectif affiché est de mieux organiser la fonction publique, ce sont bien des mesures d'économie qu'attend avant tout le gouvernement. On a bien compris dès le départ que les propositions qui ne permettaient pas de faire des grosses économies, quand bien même elles venaient rationaliser la manière de faire l'action publique, ne seraient pas forcément celles qui seraient retenues, surtout si derrière elles pouvaient avoir quelques levées de bouclier. Enfin voilà, il fallait éviter d'ouvrir des fronts partout pour essayer de se concentrer sur les fronts qui, eux, vont engendrer par la suite des économies. Les pistes du rapport pour faire des économies ne sont pas encore dévoilées. Mais la gauche redoute déjà que le gouvernement ne fasse trinquer les fonctionnaires. Il faut toujours faire des économies, mais pas sur le dos, entre guillemets, de nos concitoyens qui ont le plus besoin de la solidarité nationale. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est d'abord les citoyens, nos concitoyens les plus aisés, qui se retrouvent avantagés par les décisions depuis un an du gouvernement. Voilà, le président des riches, ce n'est pas qu'un slogan. La présentation de ce rapport pourrait faire quelques remous, surtout après que les ministres issus de la droite, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, aient ouvertement critiqué le coût et la complexité des aides sociales en France. Après plusieurs semaines de consultations marquées notamment par des débats publics organisés dans toute la France, le rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique a été rendu public aujourd'hui. Sur la base de ce rapport, une loi doit être présentée à l'automne. Je vous propose d'écouter Jean-François Delfrécy du Comité consultatif national d'éthique. Sur l'ouverture de la PMA, de la MP aux couples de femmes et aux femmes seules, il y a des choses partagées. À la fois ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, sur que la famille a changé, que l'avenir de l'enfant est un élément essentiel, mais que la famille n'est pas seulement non plus le père ou la mère ou les deux mères, mais aussi ça peut être les grands-parents qui sont très partie prenante. Et puis il y a des choses qui sont non partagées. Il reste avec une partie de la population qui est pour avancer, pour ouvrir, et puis une autre partie de la population qui s'est exprimée d'ailleurs sur le site web sur ce sujet-là et qui, au contraire, pense que c'est une erreur d'ouvrir et est contre l'ouverture. Voilà, et donc ça sera une décision qui sera à prendre dans le cadre de cette loi. Et sur cette question de la PMA, on retrouve Tam Tranui avec la sénatrice socialiste Michèle Meunier. Michèle Meunier, bonjour. Alors, le Comité consultatif national d'éthique remet aujourd'hui au Parlement un rapport sur la bioéthique. C'est un sujet sur lequel le Sénat planche déjà depuis plusieurs semaines. Les nouvelles possibilités de la science, de la technique donnent aujourd'hui le vertige et elles invitent à revoir la loi. Oui, d'ailleurs c'était inscrit dans la loi de 2011 qui irait une revisite nécessaire aux lois de bioéthique. Le comité d'éthique a fait un grand travail d'états généraux avec des centaines de réunions sur les espaces régionaux. Et donc c'était ce rapport qu'il présentait ce matin au gouvernement, me semble-t-il. Alors, parmi toutes les consultations qui ont eu lieu ces dernières semaines, il y a un sujet qui a focalisé les débats, c'est l'élargissement de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Quelle est, votre position sur ce sujet ? Moi, je suis favorable à l'élargissement des techniques d'aide médicale à la procréation. Je l'avais fait savoir quand j'étais membre du comité consultatif national d'éthique. C'est une question d'égalité ? C'est une question d'égalité entre les femmes, quelle que soit leur conjugalité ou leur orientation sexuelle. C'est une question d'autonomie des femmes. L'Élysée serait d'accord pour cet élargissement de la PMA, mais il se fait discret sur ce sujet. On se rappelle à la fois de ce qu'avait pu dire le candidat Macron, puis on l'entend beaucoup moins là-dessus ces derniers temps. C'est aussi que cela pourrait relancer tout le débat entre les partisans de l'égalité pour tous et la manif pour tous, pour vous. Oui, je pense que cet engagement du candidat Macron, aujourd'hui président, doit être tenu. Et il a sûrement des difficultés, notre président, à le faire, puisque c'est un sujet clivant. Et on l'a constaté, les positions et les postures sont toujours bien présentes entre les anti et les pros.
Et vous pensez que le débat pourrait encore s'envenimer et que la manif pour tous, notamment, est vraiment sur ce sujet-là encore aujourd'hui? Moi, je pense qu'il ne faut plus tarder. On a déjà beaucoup tardé. Les arguments des uns et des autres ne changent pas, sont toujours un peu les mêmes, et que maintenant la décision, elle est du côté du politique. Elle n'est ni scientifique ni technique. Il n'y a pas d'avancée ni de modification sur ce sujet-là. Maintenant, il faut le courage politique de dire oui à la PMA pour toutes les femmes, quel que soit leur statut. La gestation pour autrui aussi est au cœur des débats. Est-ce que pour vous, les problèmes posés par les mères porteuses rejoignent ceux de la PMA, ou est-ce que c'est un sujet différent? C'est un sujet différent. La GPA, donc la grossesse pour autrui, non seulement n'engage pas les mêmes ressources, les mêmes individus, et au contraire, derrière, il y a la non-marchandisation du corps qui, pour moi, comme pour l'anonymat d'ailleurs, du don de gamètes, est un principe sur lequel la France s'appuie. Bien, merci beaucoup Michèle Meunier d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam. Et on en vient à présent à notre débat consacré au bilan de l'application des lois. Comme chaque année, le Sénat s'intéresse de près à l'avenir des lois votées par le Parlement. Sont-elles promulguées par l'exécutif? Alors pour la session 2016-2017, les résultats sont plutôt encourageants, mais il reste encore des points faibles. Avant d'en parler avec mes invités, on fait le point avec Sandra Serqueira. Le bilan dressé par le Sénat est sans appel. L'inflation législative régulièrement dénoncée reste forte, alors même que la procédure accélérée devient la règle. 77% des lois adoptées l'ont été en urgence en 2016-2017. Pour le sénateur Jean-Pierre Sueur, cette accélération rend difficile l'application des lois. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous impose la procédure d'urgence et après il faut attendre des mois et des mois pour que ceux qui ont demandé la procédure d'urgence publient les décrets. Vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre République, je vais vous le dire carrément. C'est que tout ministre a le pouvoir exorbitant de ne pas appliquer la loi. Près de 30% des 24 textes promulgués en 2016-2017 ne sont même pas encore entrés en vigueur. Et d'une façon générale, la mise en application d'une loi, y compris les ordonnances, est souvent plus longue que leur adoption. Pour Valérie Létard, auteure du rapport du Sénat sur le bilan de l'application des lois, le gouvernement a sa part de responsabilité. Le Parlement légifère rapidement, instaure toute une série de dispositions, y compris sur proposition, et l'expérimentation du Sénat sur la législation en commission montre aussi que beaucoup de choses sont faites par le Parlement pour améliorer la capacité à produire de la loi dans de bonnes conditions rapidement. Il faut aussi que le gouvernement travaille de son côté. Et pour obliger le gouvernement à publier les décrets d'application en temps et en heure, les sénateurs proposent la possibilité de saisir le Conseil d'État par des parlementaires ou les présidents des deux assemblées. Le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau, 4 présidents de commission, à commencer par vous, Catherine Morin-Desailly. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la commission de la culture et de l'éducation du Sénat, sénatrice centriste de la Seine-Maritime. Sur ce plateau également, Sophie Primas, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la commission des affaires économiques, sénatrice LR des Yvelines. Vincent Eblé est également sur ce plateau. Bonjour, président de la commission des finances, sénateur socialiste de la Seine-et-Marne. Et puis Alain Milon, bonjour. Vous êtes le président de la commission des affaires sociales, sénateur LR du Vaucluse. Première question pour vous, Catherine Morin-Desailly. Chaque commission a fait son bilan. On a vu déjà quelques éléments avec Sandra Serqueira. Est-ce que, malgré tout, sur la précédente mandature, les résultats sont plutôt encourageants en matière d'application des lois? D'année en année, ça s'améliore, il faut bien le dire. Le taux d'application des lois ne fait qu'augmenter, ça on peut s'en réjouir. Après, il n'y a pas que le quantitatif, il y a le qualitatif. Et le bilan, là, est parfois plus mitigé, c'est-à-dire qu'on voit un décalage dans ce qui paraît en termes de décrets, un décalage avec la volonté du législateur qui est exprimée au moment des débats. Vous savez que les débats, ils éclairent utilement la loi. Et quand les décrets arrivent, parfois, c'est pas tout à fait ce qu'on avait espéré. C'est ce que j'ai voulu souligner en interrogeant tout à l'heure le ministre lors des débats, c'est qu'il nous donne des explications sur ce décalage. Voilà, ça c'est important de le dire. Et puis deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'on nous fait travailler en procédure souvent d'urgence ou accélérée. D'ailleurs, le reportage le montre bien. 77% voilà, des dernières montre lois bien. en procédure Et finalement, le temps
qu'il faut, à la parution des décrets, est beaucoup plus long que la procédure législative elle-même. Et j'allais même dire que parfois, je prendrais l'exemple de la loi création, architecture et patrimoine, un très grand nombre d'articles, une très grosse loi, de lecture, ce qui est absolument exceptionnel maintenant dans chaque chambre, et bien l'ensemble des décrets d'application, alors que cette loi a été votée en juillet 2016, ont été parus. Donc ça veut dire que qu'on veut, on peut, quelque part, et qu'on peut très bien légiférer, prendre le temps de bien légiférer comme il se doit, et faire en sorte que les décrets paraissent. Donc, cessons toujours d'être dans l'urgence, l'accélération. Il faut bien faire la loi, et pour cela, prendre un petit peu de temps. Sophie Primas, qu'en est-il de la commission des affaires économiques que vous présidez? Oui, écoutez, même remarque que celle de Catherine Morin-Desailly. Effectivement, un certain nombre de lois aujourd'hui sont passées sur application, pas suffisamment. Sur les 18 que nous avons observées, seules 6 sont d'application totale. Les autres sont d'application tout à fait partielle, certaines pour 20% des dispositions de la loi, d'autres un peu plus. Mais surtout, parfois, il manque des dispositions et des décrets qui sont des petits décrets, qui sont des petites choses qui relèvent en particulier pour la commission des affaires économiques de la vie quotidienne des Français, qui donc font l'objet de grandes communications pendant le débat parlementaire, pendant le débat législatif, et puis qui attendent des mois et des mois sur leur application, d'où une certaine distance finalement de la population entre le premier jour où un projet de loi est proposé en commission, en Conseil des ministres, on a l'impression que la loi est déjà adoptée, ensuite il y a le process législatif, et puis après il y a ce grand temps qui peut être très très grand sur des applications de lois extrêmement précises et des applications de la vie quotidienne. Et là, les Français ne comprennent pas effectivement ce temps. Donc, l'amélioration de notre légistique, l'amélioration du temps, elle passe probablement d'abord par cette partie d'application de la loi qui doit être pourchassée en permanence et vraiment vérifiée. Vincent Eblé, on sait que la procédure budgétaire, elle est très encadrée. Est-ce qu'il y a malgré tout des décrets d'application que vous attendez encore? Oui, bien sûr, toujours, mais au-delà des décrets d'application de chaque texte, il y a aussi certaines dispositions législatives qui nécessitent une mise à jour régulière de leurs mesures d'application. Et là, parfois, on n'a pas cette régularité dans la publication des éléments. Par exemple, en matière financière, puisque vous m'interrogez sur ce secteur, nous attendons l'actualisation de la liste des États et territoires non coopératifs. Ce sont les paradis fiscaux, donc ça intéresse beaucoup nos concitoyens. Cette liste est censément, au terme du Code général des impôts... Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous interpellez le gouvernement, justement? Pourquoi vous n'avez pas ces documents? Eh bien, on nous répond qu'un dispositif législatif doit être modifié au travers de la loi fraude et que donc on va attendre que la loi soit modifiée. Mais la publication de ces données, c'est pas juste uniquement après que la loi ait été votée. C'est aussi pour les parlementaires que nous sommes des éléments de travail qui nous permettent d'apprécier, et au moment où on va nous interroger sur la modification de la loi, il peut être utile d'avoir cette liste de façon à diagnostiquer la situation différenciée dans chacun de ces États. Donc elle est utile aussi pour éclairer le législateur, et c'est pour ça que nous la réclamons, j'irai suffisamment en amont de la décision que nous avons à prendre. Alain Milon, sur la commission des affaires sociales, est-ce que vous avez remarqué, vous, des avancées aussi positives? Est-ce qu'on peut considérer des avancées positives quand on attend 75 mesures réglementaires et que 53 ont été mises en place? Ça veut dire qu'il en manque 22. Celles qui ont été mises en place, c'est bien. Celles qui n'ont pas été mises en place, on est en attente. On est en attente en particulier sur des mesures concernant les pratiques médicales avancées dans les déserts médicaux. Et c'est quand même important pour la santé publique que ces pratiques médicales avancent. Or, ce n'est pas le cas. On est aussi en attente sur les découvertes d'amiante avant travaux. Et là, il n'y a rien qui est avancé sur le sujet. C'est un sujet extrêmement important. Donc, 53 mesures prises, oui, c'est bien. 22 qui manquent, non, c'est pas bien. Et c'est les 22 qui manquent qui nous concernent, nous, directement, pas les autres. Alors, je rejoins mes collègues sur la pléthore de lois. Pléthore de lois entraîne pléthore de textes réglementaires, entraîne trop de travail pour l'ensemble des administrations qui n'arrivent plus à suivre. Donc, il faut qu'on devienne plus raisonnable au niveau des lois, au niveau du nombre de lois. Un débat, Catherine Morin-Desailly, avait lieu et a lieu, en ce moment vous en êtes extrait pour venir sur ce plateau sur justement cette application des lois. Christophe Castaner, le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, s'est exprimé et lui, il dit bien que c'est aussi la faute du Parlement si les décrets d'application ne sont pas parus. On l'écoute.
Je vais sortir de mon texte tout de suite pour évoquer et dévoiler quelque chose que certainement je ne devrais pas dévoiler, mais vous dire que le président de la République a organisé un séminaire gouvernemental, comme le font les présidents de la République la semaine dernière, et qu'un des sujets à l'ordre du jour de ce séminaire, c'était justement celui-ci, celui de l'application des lois, et j'ai dû plancher devant les membres du gouvernement, peut-être aussi pour rappeler ces principes que vous avez portés, que j'ai dû exprimer, mais aussi pour désigner sur les quelques sujets, vous avez fait un premier bilan à 6 mois, c'est vrai que nous avons réduit là, pour le séminaire gouvernemental, notre réflexion à 6 mois, mais pour exprimer aussi les retards qui pouvaient exister, tout en saluant, et vous l'avez fait, j'y reviendrai, une bonne exécution sur ces 6 premiers mois. Mais il est essentiel de le faire parce qu'il faut même aller un peu plus loin et constater que quelquefois les retards dans l'exécution peuvent être liés à des amendements parlementaires et que notre administration pourrait être moins attentive à mettre en œuvre des initiatives parlementaires que des choses qui étaient déjà dans le texte présenté par le gouvernement et donc soutenues par l'administration. Et donc il est important, je crois, d'avoir ce suivi-là. Il y a un problème de retard aussi à cause des amendements, Catherine Morin-Desailly. Oui, non, je crois qu'il ne faut pas l'entendre comme ça. Ce que suggère le ministre, je l'entends comme ça. C'est qu'on ne peut que constater que quand il y a des amendements parlementaires qui vont donner lieu à des décrets d'application, eh bien l'administration met beaucoup plus de temps à les faire paraître. Pourquoi ? Je vais vous le dire. C'est parce que souvent la haute administration n'est pas d'accord avec ces amendements parlementaires. La haute administration, elle contribue à l'élaboration des textes gouvernementaux. Donc on voit bien, je l'ai vécu personnellement dans une proposition de loi de restitution des têtes maories où on a déposé un amendement, à l'époque avec le rapporteur, sur la composition d'une commission nationale scientifique des collections. Il a fallu presque 3 ans pour que le décret d'application de cette loi qui crée la composition, qui organise la composition de cette commission, soit paru. J'ai dû me battre pour qu'il soit paru. C'est parce que l'administration n'en voulait pas. Voilà ce qu'il veut dire, je pense. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec Catherine sur l'interprétation de ses propos, qui me choque d'ailleurs un peu. Je n'avais même pas réagi pendant le débat. Ça me fait plaisir de le réécouter parce que, en réalité, ça voudrait dire que les amendements qui ne sont pas du ressort du gouvernement et donc qui ne viennent pas des administrations qui entourent le gouvernement ne sont à peine recevables et donc on ne prend pas le temps de les faire. Donc je pense que ça pose un problème démocratique quand même assez fort. La loi, elle se fait au Parlement, elle ne se fait pas ailleurs, elle ne doit pas se faire dans les cabinets ministériels. La loi, elle se fait au Parlement. J'ai également vu, par exemple, dans la Commission des affaires économiques, des dispositions de la loi qui ont été changées par des lois suivantes et la première disposition n'avait été jamais prise. Donc l'administration, avec un deuxième gouvernement puis un troisième gouvernement, a fait sauter des dispositions d'une loi qui avait été prise 6 mois, 2 ans ou 3 ans auparavant. Et donc, finalement, la loi n'a jamais été appliquée. Donc je pense que la célérité avec laquelle on applique ensuite la loi par la création des décrets, par leur parution, elle est extrêmement importante parce qu'elle relève purement de la démocratie. Alain Milon. Oui, juste 2 petites choses. D'abord, Monsieur Castaner a été parlementaire et c'est assez étonnant dans sa bouche ce genre de réflexion. C'est moins étonnant de la part du président de la République qui n'a aucune expérience parlementaire. Cela dit, par ailleurs, les pratiques avancées des professionnels paramédicaux, c'était un amendement de la loi de santé, donc d'il y a déjà 3 ans en arrière, un amendement du gouvernement, pas un amendement de parlementaire. Et sa mise en application n'est toujours pas faite. Vincent Eblé. Oui, simplement pour éclairer celles et ceux qui nous écoutent ce soir, il faut bien mesurer l'importance qu'une affaire comme celle-là implique en termes de travail. Simplement le rapport du Sénat qui a été réalisé au travers de nos commissions et par le groupe de travail qu'anime Valérie Létard, vice-présidente du Sénat, c'est plus de 500 pages. Donc c'est considérable. Aujourd'hui, nous sommes dans une accélération du travail parlementaire. On l'a dit, c'est par là que vous avez débuté, de plus en plus de textes de loi, mais il ne suffit pas de les voter. Et nous ne travaillons pas en tant que parlementaires, il en est de même pour nos collègues députés, uniquement sur les grandes lois dont on parle dans les médias, à la télévision. Aujourd'hui au Sénat, c'était la loi ferroviaire, certes, mais c'est toute une myriade de textes et qui en eux-mêmes ne peuvent pas suffire à définir la position légale et réglementaire. Il y a des éléments d'application auxquels il convient de travailler et nous faisons effort de vérifier
que nos partenaires du pouvoir exécutif, gouvernemental, fait sa part du travail commun en mettant en œuvre ces questions. Mais derrière, évidemment, ressurgissent effectivement, comme Catherine Desailly l'a souligné, un certain nombre de contradictions entre ce qui est voulu par l'acteur politique et puis ce que les administrations portent avec plus ou moins de bonne volonté. Et donc là, notre part de job, c'est aussi d'être vigilant pour être sûr que notre volonté politique, qui est plus souvent convergente qu'on voudrait bien le dire, par exemple, aujourd'hui dans ce débat, bien que nous soyons d'origine politique diverses, on n'est pas en grandement désaccord, bien au contraire, eh bien, nous devons veiller à ce que les administrations de la France fassent aussi leur part du job, parce que les incompréhensions de nos concitoyens, elles peuvent naître là. Et souvent, on fait porter au seul politique la responsabilité de ces dysfonctionnements, alors qu'il y a d'autres éléments qui expliquent ces dysfonctionnements. Mais justement, Catherine Morin-Desailly, cette législature, cette mandature est un peu particulière. C'est la fin du quinquennat de François Hollande, le début de celui d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le rythme des réformes? Qu'observez-vous? Pas vraiment. Je crois qu'on serait plutôt même en attente de certaines réformes. Nous avons vécu une période, grosso modo, allant de fin janvier à mars-avril, où il ne s'est pas passé grand-chose. Non, je ne dirais pas cela du tout. Mais pour revenir à l'application de la loi, à la publication des décrets rédigés par la haute administration, c'est une remarque qui vaut pour tout gouvernement. On constate une chose, c'est que le pouvoir de la haute administration, ce qu'on appelle la technostructure, en France est extrêmement puissant. D'ailleurs, celle-ci reste en place gouvernement après gouvernement. Et on constate qu'en dépit de la volonté du politique, encore une fois, quelle que soit la majorité d'ailleurs dans les assemblées, il y a des résistances à certaines visions portées par des parlementaires. Parce que la loi, comme l'a dit Sophie Primas, elle se fait aussi. Et surtout au Parlement. Donc les parlementaires ont le droit d'infléchir la loi. C'est même leur devoir, s'ils jugent que c'est nécessaire, l'enrichir, l'améliorer. Et parfois, ces améliorations ne plaisent pas toujours. Sophie Primas, on sait qu'on a un président de la République pressé. Il veut réformer aussi la procédure parlementaire. Ça sera l'objet d'une révision constitutionnelle. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'application de la loi? Si la réforme constitutionnelle allait dans le sens où elle est écrite aujourd'hui, elle nous est proposée aujourd'hui, la restriction du droit d'amendement serait un problème sur l'expression démocratique. Nous sommes les représentants de la démocratie dans les deux assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui, moi, ça me pose un problème, surtout que le diagnostic qu'on porte aujourd'hui n'est pas celui de suramendement qui viendrait ralentir l'exécution de la loi ou qui viendrait ralentir l'examen de la loi ou la fabrique de la loi. Les ralentissements sont après et les freins sont après l'application de la, après la loi votée. Donc, je pense que c'est peut-être un bon diagnostic, mais c'est un mauvais remède, en tout cas au mauvais endroit. Alain Milon, un mot sur justement cette révision constitutionnelle qui va certainement modifier la fabrique de la loi. Ça pourra avoir peut-être un impact, alors soit accélérateur, soit décélérateur sur justement l'apparition de tous ces décrets. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Sophie Primas. Je pense qu'en fait, cette modification constitutionnelle, si elle devait arriver, entraîne un régime de plus en plus présidentiel. Et un régime donc où la volonté vient d'en haut et puis tout le monde doit se taire en bas, ou pratiquement tout le monde doit se taire en bas, y compris donc les parlementaires qui sont entre le haut et le bas. Je pense que c'est une mauvaise chose. L'habitude qui a été prise par le président de la République sur les ordonnances, qui est une habitude donc qu'il avait déclarée dans le cadre de sa campagne électorale, ne doit pas entraîner systématiquement le fait que pour les autres lois qui ne sont pas faites sur ordonnance, on doit appliquer le même principe, c'est-à-dire il décide et on exécute. Sûrement pas. Donc nous ne sommes évidemment, ici je pense que tous les quatre on est d'accord sur le sujet, nous ne sommes évidemment pas pour l'instauration d'un régime présidentiel pur et simple. Vincent Eblé, la procédure budgétaire, le vote du budget pourrait être aussi encadré avec un temps parlementaire programmé. Ça se fait déjà de temps en temps à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Au Sénat, nous disposons d'un temps de moitié plus court de celui de nos collègues de l'Assemblée nationale. Donc on regarde cette affaire avec beaucoup de vigilance et pour tout vous dire, avec une pointe d'inquiétude. Parce que la loi budgétaire, c'est évidemment un moment tout à fait essentiel, parce que c'est celui où on définit les moyens dont
on peut disposer du point de vue national pour conduire l'action publique. Et donc, c'est tout à fait central, même si ça revient chaque année. Et donc, on sera très vigilant sur cette affaire. Nous avons fait des propositions pour une organisation différente du temps de travail de la loi de finances. Pas tout à l'automne, mais un bilan des exercices antérieurs et une vision pluriannuelle dès le printemps. En début d'été, la question de la recette, donc essentiellement des dispositifs fiscaux, qui doit être arrêtée assez tôt pour que les acteurs économiques, nos concitoyens, les entreprises, sachent exactement ce qu'il en sera de leur situation de contribution fiscale l'année suivante. Et seulement à l'automne, une loi de dépenses dans laquelle il y a les lignes de crédit pour conduire l'action publique de l'État. Donc, je dirais, beaucoup de pays aujourd'hui distinguent cette loi de recettes et cette loi de dépenses. Et je pense que ce ne serait pas forcément une mauvaise formule pour la France également. Catherine Morin-Desailly, j'évoquais Emmanuel Macron en tant que président pressé, François Hollande aussi. Eh bien, c'était plein la lenteur du Parlement pour faire adopter des réformes. Est-ce qu'il faut peut-être avoir justement davantage recours à ces procédures accélérées? C'est peut-être aussi ce que demande l'opinion publique, les Français qui attendent des réformes. Je voudrais renvoyer à la loi dite Macron. Combien de temps a-t-il duré au Parlement? Combien de temps ont duré les débats de cette loi, les bavardages, les discussions voilà. C'était une loi qui a duré plusieurs semaines ici. On n'a pas empêché M. Macron à l'époque de prendre le temps de la discussion parlementaire. C'est essentiel aussi pour bien faire la loi. Non, je crois qu'il faut revenir à des choses assez sérieuses. Le rythme de travail est extrêmement soutenu ici. Encore une fois, le débat sur l'application de la loi démontre que ce n'est pas tellement le temps législatif, d'ailleurs, qu'on soit en procédural accéléré ou normal, qui est ennuyeux. C'est plutôt le temps qu'il faut pour l'application des lois. Maintenant, on légifère peut-être trop, certes. Donc, pourquoi revenir sans arrêt aussi sur ce qui vient d'être voté, la mandature précédente? On le voit concrètement sur un certain nombre de sujets. Mais vous le savez, les présidents se font élire sur un programme, et les Français aussi ont besoin de changements, de réformes. C'est aussi ça qui explique parfois cette inflation législative. Aucun gouvernement n'échappe à cette règle. Bien entendu, mais je pense que le président de la République peut dire qu'il est pressé. Mais par exemple, il a annoncé il y a déjà 1 an et demi une réforme de l'audiovisuel public. Elle n'arrive pas, elle est encore reportée à, au mieux, 2019, la dernière partie du premier semestre 2019. Donc je crois qu'il faut regarder un petit peu l'ensemble des aspects et ne pas stigmatiser le Parlement, qui est absolument nécessaire dans une démocratie. Sophie Primas. Oui, moi je ne voudrais pas qu'on se focalise sur le vite. 3 jours de discussion en séance publique pour voter la réforme ferroviaire, je trouve que ce n'est pas trop. Voilà, ce n'est pas trop. C'est un sujet extrêmement sérieux. On voit qu'il mobilise l'ensemble des acteurs de la mobilité de notre pays. Il y a des forces sociales qui sont en alerte. On a besoin de réformes. 3 jours pour discuter de la réforme ferroviaire, ce n'est pas trop. Donc je pense qu'on confond vite et on confond le bien. Il faut qu'on légifère. Pour ça, il faut qu'on prenne le temps d'examiner les lois. C'est très important d'avoir ces débats en commission, c'est avec les experts. C'est très important de faire des auditions. C'est très important d'avoir cette discussion publique. Je dirais qu'il faut qu'on se rationalise plutôt, on se concentre sur les lois. Vous voyez, on va voir la loi agricole qui va arriver. Elle est sortie du Conseil des ministres avec, de mémoire, 17 articles. Elle va nous arriver de l'Assemblée nationale avec 61 articles, dont un certain nombre d'articles sont de l'ordre réglementaire, sont de l'ordre de la circulaire. Je voudrais faire réagir, Sophie Primas, aussi à cette proposition, puisqu'elle a été formulée par le groupe de travail sur l'application des lois, cette possibilité de saisine du Conseil d'État par les parlementaires, par les sénateurs. Que vous répond le ministre? Est-ce que vous pensez que le gouvernement y est favorable? J'ai un peu l'impression qu'il y est favorable, dans la mesure où plusieurs fois dans le débat, il nous a dit qu'il avait besoin à la fois de la pression mise par les parlementaires dans le contrôle de l'application des lois et en même temps d'un bâton un petit peu qu'il rappelle à l'ordre. Et le Conseil d'État pourrait être en cette matière un appel à l'ordre. Moi, je voudrais revenir sur la question que vous avez posée à Catherine, parce qu'elle me semble importante. Ce n'est pas parce qu'on a été élu président de la République qu'on doit revenir systématiquement sur les lois qui ont été votées précédemment. Dire clairement, je prends un exemple qui concerne ma commission. La loi Claes-Leonetti sur la fin de vie, elle n'est même pas mise en application. Les soins palliatifs ne sont même pas mis en application sur l'ensemble du territoire national, que certains, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de cette loi, demandent une nouvelle loi qui risque de venir. Sauf que si cette nouvelle loi arrive au suicide assisté ou à la fin de vie, à l'euthanasie, il n'y a
a aucune raison, puisqu'on revient sur une loi qui n'est pas encore mise en application, que le prochain président ne revienne pas sur la loi votée. Et on n'en finit plus comme ça. Donc il faut avoir une certaine conduite morale sur le sujet, mettre en application les lois, puis attendre de voir. Merci beaucoup. Merci à Alain Milon, merci à vous Vincent Eblé, merci Sophie Primas, merci à Catherine Morin-Desailly. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information, c'est bien entendu l'adoption par le Sénat de la réforme ferroviaire, le nouveau pacte ferroviaire. Le scrutin a été proclamé cet après-midi. La loi a donc été votée par 240 voix pour, 85 contre. Je vous propose de réécouter Gérard Larcher lors de la proclamation du vote. Résultat du scrutin sur l'ensemble du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote, le nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 325. Pour l'adoption 240 contre 85. Le Sénat a adopté. Et l'analyse de ce vote se poursuit à 18h30 avec Rebecca Fitoussi dans son émission On va plus loin. C'est la fin de ce Sénat 360 spécial. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain.